ressourcerie de l'écrivain. Oui, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche. On va faire un petit book haul de livres neufs que j'ai achetés dans les semaines dernières. Il y en a un que je vous ai sans doute déjà présenté dans un précédent book haul, mais je voulais vous le... J'ai horreur de ça. Je voulais vous le montrer quand même parce que j'ai fait une petite boulette, mais je trouvais ça marrant. On va commencer par, est-ce que vous savez que souvent sur les livres format poche, il y a des offres commerciales où vous en achetez deux et on vous en offre un troisième. Donc soit c'est un troisième qui est déjà en caisse et vous choisissez en fait lequel, soit c'est vous prenez un autre bouquin dans la même maison d'édition. Et là, en fait, j'étais partie chez Auchan, comme d'habitude, au rayon, au rayon occasion. Et en fait, il y avait des gens dans mon rayon, donc je ne pouvais pas regarder tout. Ce qui fait que je suis partie du côté des bouquins, des bouquins neufs. Et j'ai vu qu'il y avait une offre donc sur principalement de la romance et on va dire du polar au sens large, ou deux livres achetés et le troisième offert, mais dans la même maison d'édition. Et est-ce que j'ai acheté deux livres spécialement pour avoir celui-là gratuit? Complètement. Donc, je vous présente Juvenilia de Jane Austen, qui était offert aux éditions Charleston, qui était offert pour l'achat de deux livres aux éditions Charleston. Pour la petite histoire, il y avait d'autres... donc j'ai acheté deux romans sous Feel Good, mais il y avait d'autres maisons d'édition qui proposaient une offre aussi. Il y avait Hugo Roman et Addictive, et je crois qu'il y en avait une autre. Peut-être Le Point, sans être sûre. Mais bref, Hugo Roman et Addictive, ils ont vraiment une ligne éditoriale très spéciale par rapport à la romance. Et je ne suis pas sûre que ça me plaise, parce que chez Hugo Roman, par exemple, ce que j'ai déjà lu, c'est en format numérique Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, que j'ai vraiment aimé. Je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Et Jamais plus et à tout jamais de Colleen Hoover, que j'ai pas aimé du tout pour le premier. Le deuxième, ça passait mieux, mais c'est un peu venu laver le traumatisme du premier. Et en fait, en farfouillant dans les... puisque de temps en temps, je vais regarder les sites internet des maisons d'édition. Donc, je ne suis pas sûre que Hugo Roman et Addictive soient vraiment pour moi. Donc, je ne dis pas que ce qu'ils publient, c'est de la merde, etc. Mais je pense que je pense que j'ai une chance sur deux minimum d'être déçue. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir acheter vraiment chez eux. Donc, le livre offert, c'était Juvenilia de Jane Austen, qui est un très court roman de 125 pages. Non, un recueil de nouvelles, il me semble. Donc c'est le premier livre qu'elle a écrit et publié. Et il me semble qu'il a été publié à titre posthume. Une jeune femme qui se demande si elle doit épouser son richissime mais déplaisant voisin. Une amitié épistolaire dans laquelle se mêlent détails du quotidien et élan de l'âme. Une éblouissante apparition lors d'un bal masqué. Dans ce recueil composé de 3 œuvres de jeunesse, Jane Austen nous plonge au cœur des thématiques qui imprégneront l'ensemble de son immense œuvre. Son regard subtil sur la société, les inégalités de classe et les relations sociales, ainsi que son écriture, déjà imprégnée d'une force de caractère exceptionnelle, révèle la genèse d'une autrice à l'esprit vif et irrévérencieux qui continue de nous captiver. Au cœur de la campagne anglaise, une immersion dans l'univers singulier de Jane Austen qui ravira les passionnés de littérature classique. C'est traduit de l'anglais par Laura Bourgeois, parce que j'ai été jeter un œil. Il y a d'autres éditions avec sans doute des traductions qui sont plus anciennes, et celle-là, je pense que c'est une des plus récentes, parce que Laura Bourgeois, elle a l'air relativement jeune. Et donc c'est vraiment une opération commerciale, parce que ce livre ne peut pas être vendu, offert pour l'achat de 2 poches Charleston. Et au niveau du design, c'est Carole Giou, et de l'image, c'est Johanna Cruz Archangel. Je le trouve franchement très joli. Même avec les petites fioritures autour, ça donne un petit cachet. Je pense que je vais vous lire un petit bout, mais vraiment court, parce que ce sont des livres qui sont très courts. Donc il y a un roman épistolaire qui s'appelle Amour et amitié. Donc c'est que des lettres. Comme son nom l'intitule, Amour et amitié, un roman épistolaire qui a l'air de faire à peu près, la moitié
la moitié de Juvenilia. Il y a Les Trois Sœurs, qui est épistolaire également et qui a l'air de faire à peu près un quart. Et Jack et Alice. Vous voyez le Jack et Alice qui n'est pas épistolaire, qui est une nouvelle, on va dire. Je vous lis un petit bout de chaque. Donc, Amour et amitié, un roman épistolaire. Donc, trompé en amitié et trahi en amour. À Madame la Comtesse de Feuillide, ce roman est dédié en reconnaissance par son humble servante, l'auteur. Je vous lis juste la première ou les 2 premières lettres. C'est de Isabelle à Laura. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très court. Combien de fois, en réponse à mes instances renouvelées de faire à ma fille le récit de vos malheurs et aventures, m'avez-vous dit « Non, cher ami, jamais je n'accéderai à votre requête tant que me guettera le péril de connaître à nouveau de telles souffrances. Assurément, ce temps est désormais révolu puisque vous avez aujourd'hui 55 ans. Si une femme peut un jour se considérer à l'abri de la persévérance téméraire d'amants déplaisants et des cruelles persécutions de pères obstinés, ce ne peut être qu'à cet âge de la vie. » Isabelle. Je vous lis juste la réponse de Laura. Laura à Isabelle. Bien que je ne puisse vous donner raison et supposer que jamais plus je ne me retrouverai exposée aux malheurs injustes dont j'ai souffert, et afin d'éviter que l'on m'impute un caractère mauvais et implacable, j'entends satisfaire la curiosité de votre fille. Puisse la force d'âme avec laquelle j'ai enduré les nombreuses afflictions de ma vie passée lui donner une leçon utile pour affronter celle qui pourrait se dresser sur son chemin. Je m'arrête là parce que c'est... Comme ce sont des œuvres qui sont très très courtes, proportionnellement on ne peut pas lire beaucoup. Et comme c'est une traduction qui est très récente, je ne peux pas la lire sur la chaîne. Donc, Les Trois Sœurs, c'est une nouvelle de... qui n'est pas bien longue. C'est une nouvelle de une vingtaine de pages. À Edward Austen Esquire, ce roman inachevé lui est respectueusement dédié par son humble et dévouée servante, l'auteur. Là, c'est des lettres qui sont beaucoup plus longues, je ne sais pas si je le... Et c'est entrecoupé de dialogues aussi. Donc, je vous lis quoi, le premier paragraphe? Ah non, c'est trop long. Bon, je couperai. Ces lettres de Miss Stanhope à Mrs. Ma chère Fanny, il n'est pas de plus heureuse créature au monde que moi, car M. Watts m'a demandé de l'épouser. Il s'agit de ma première demande en mariage, et je sais à peine comment l'apprécier à sa juste valeur. Quel triomphe sur les 2 tonnes! Je n'ai nullement l'intention de l'accepter, me semble-t-il, mais puisque je ne suis pas certaine, je lui ai donné une réponse équivoque avant de le quitter. À présent, ma chère Fanny, votre avis m'est indispensable pour savoir quel parti prendre. Afin que vous puissiez juger des mérites de mon prétendant et de la situation, je vais vous en faire la synthèse. C'est un homme d'un âge avancé, environ 32 ans, et très laid, tant et si bien que je ne peux souffrir de poser mon regard sur lui. Il est extrêmement désagréable, et je le déteste plus que quiconque. Sa fortune est immense, et j'hériterai ainsi d'une rente considérable, mais il faut savoir qu'il est en excellente santé. En bref, je ne sais que faire. Si je le refuse, il n'a pas caché son intention de faire la même demande à Sophia, et si elle refusait à son tour, à Georgiana, et je ne supporterai pas de les voir mariés avant moi. Si je l'accepte, je sais qu'une vie malheureuse m'attend, car il est grincheux et irritable, extrêmement jaloux, et si avare qu'il me sera impossible de vivre en sa compagnie. Je m'arrête là. Ça augure d'un mariage heureux, je trouve. Pas du tout. Donc, Jack et Alice, c'est une nouvelle aussi qui fait 25 pages à peu près. Un gros 25 pages. À Francis William Austen Esquire, aspirant à bord du navire de Sa Majesté, le Persévérance, à qui ce roman est dédié par son humble et dévouée servante, l'auteur. Je vous lis juste le premier paragraphe. Un beau jour, M. Johnson atteignit l'âge de 53 ans. Dans les 12 mois qui suivirent, il en eut 54. Ce qui le ravit à tel point qu'il décida de célébrer l'anniversaire suivant en organisant un bal masqué qui rassemblerait ses enfants et ses amis. Ainsi, le jour de ses 55 ans, des invitations furent envoyées à tous ses voisins.
Notons qu'en ce bas monde, son cercle de relations n'était pas des plus larges, puisqu'il ne comptait que Lady Williams, Monsieur et Madame Jones, Charles Adams et les 3 Miss Simpson, soit l'ensemble des habitants de Pamididdle. Tous furent conviés au bal masqué. Donc là, je vous ai lu pas grand-chose, mais si vous connaissez déjà Jane Austen, donc à savoir, je fais un petit moment autopromotion, j'ai lu le premier roman Raison et sensibilité sur la chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et je suis en train de lire, j'aurais peut-être terminé d'ailleurs au moment de la diffusion de ce book haul, parce que j'en ai d'autres en stock, vu que je suis un panier percé, je ne pense pas beaucoup non plus. Mais j'en ai. Je suis en train de lire Orgueil et préjugés. Il est donc possible que, au moment de la diffusion de ce book haul, ce sera fini. Parce que j'ai prévu de tous les lire. Donc, cette version-là de Juvenilia, je ne pourrai pas la lire parce que la traduction est trop récente. Si j'en trouve une plus ancienne, peut-être, mais je vais d'abord commencer par la lecture des romans. Et donc, pour avoir gratuitement Juvenilia de Jane Austen, donc c'est bien précisé de nouvelle, et vous voyez, Jane Austen, elle parlait de romans, et je trouve qu'on retrouve son côté un petit peu mordant et ironique. Je suis très fan de Jane Austen. J'ai acheté 2 autres livres chez Charleston pour avoir Juvenilia. J'ai commencé par L'appartement du dessous de Florence Erlemann, donc lauréat de 5 prix littéraires. Charleston, franchement, ça a l'air d'être une maison d'édition. Je pense que son catalogue convient vraiment à ce que je peux rechercher, autant si j'ai une envie particulière ou si je veux un peu diversifier mes lectures. Dans le petit immeuble parisien du Marais où elle vit depuis des lustres, Hectorine, 103 ans, voit un jour l'appartement du dessus investi par une nouvelle voisine. Pour souhaiter la bienvenue à Sarah, la vieille dame dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant peu à peu une incroyable traversée du XXe siècle. Entre le Cabourg de la Recherche, le Berlin du Troisième Reich et le Paris de l'après-guerre. Mais pourquoi toutes ces lettres ? Un jour, vous saurez. Promet la centenaire à Sarah qui se prend au jeu, intriguée par cette voisine invisible dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret. Un roman épistolaire, insolite, véritable hymne à la vie, à la transmission et à l'amitié entre générations. Donc touche à tout, Florence Erlemann, une autrice que je ne connais pas, je vous avouerai, a commencé par le théâtre, puis la musique, la sculpture, l'écriture scénaristique et la réalisation, avant de prendre la plume. L'appartement du dessous est son 2e roman, lauréat de 5 prix littéraires en France et en Belgique. Ça va peut-être être précisé d'ailleurs, ces prix. Parce que généralement, quand un roman gagne des prix littéraires, c'est qu'il y a une certaine qualité. C'était publié auparavant chez Albin Michel. Et d'ailleurs, il y a un petit mot de Charleston qui dit qu'il s'engage pour une fabrication éco-responsable. Amoureux des livres, nous sommes soucieux de l'impact de notre passion et choisissons nos imprimeurs avec la plus grande attention pour que nos ouvrages soient imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement. Ah, ils sont sur Insta. J'irai voir. Il y a 2 citations. La première est de Jean Cocteau. Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Et une citation de Faust de Goethe. Tout homme qui marche peut s'égarer. Donc, je vous donne un extrait de la première lettre. Donc, on a déjà le début ici. Paris, ce dimanche ensoleillé du 17 avril. Je ne me présente pas tout de suite. Je m'expliquerai plus tard sur cette volonté que j'ai, parfois, d'envoyer valser les usages. Certains usages, pas tous, il va sans dire. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Je ne vous donne pas la trentaine. Vous êtes une bien jolie fille. On a dû vous le dire un bon nombre de fois. Vous devez avoir du succès, d'où mon étonnement de vous savoir seule. Mais là n'est pas l'objet de cette lettre. Hier, je vous ai aperçu, et surtout, je vous ai entendu. Les emménagements sont toujours bruyants, mais comment peut-il en être autrement ? C'est ainsi. Vu le nombre impressionnant de cartons et de meubles que vous avez charriés avec vos aides, je me demande comment vous vous y êtes prise pour faire rentrer tout ce barda dans un si petit appartement. J'ai vu beaucoup de petits cartons. C'est le format que l'on réserve au transport des livres. Vous êtes une lectrice, donc. C'est une bonne chose. Bien sûr, il faudra me dire quel genre littéraire vous affectionnez.
Je ne vous imagine pas le nez plongé dans des romans de gare ou quelques autres récits dégoulinants de bons sentiments. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous suggérer des lectures. J'aime lire. Je lis tout ce qui ne me tombe pas des mains. Éclectique mais sélective. J'ai également remarqué que vous appréciez les plantes vertes. En revanche, je n'ai pas vu de chat trimballer dans sa caisse. Nous avons tous un chat dans cet immeuble. Leur compagnie est apaisante et bénéfique. Ils aiment la musique et les étagères garnies de recueils. Quel étrange constat. Les chats aiment les livres. Et je m'arrête là. Ça a l'air tout plein de tendresse. Ça me donne trop envie. Ah, je suis trop contente. Donc, ils ont eu... c'était dans la sélection du prix des lectrices de Charleston, qui est la même chose pour le roman suivant. Et là encore, je vais vous dire de comment je connais cette madame. Quand la vie s'en mêle, le tome 1 de Adèle, ce qui signifie que je vais devoir acheter le 2. De Lucie Castel, aux éditions de Charleston aussi. Lorsque sa grand-mère bien-aimée décède, c'est tout l'univers d'Adèle qui s'effondre. Comment avancer après avoir consacré 10 ans à l'accompagner dans sa maladie? Mais les dernières volontés de Mao sont claires. Adèle doit commencer à vivre vraiment. Une formation de jardinier paysagiste en poche, elle s'installe à Luzerne, une petite ville du Sud, bien décidée à faire la connaissance de Lucien Vidal, le grand amour perdu de sa grand-mère. Malgré la méfiance que ne manque pas de susciter l'arrivée d'une étrangère dans la bourgade endormie, elle trouve un emploi au cimetière du village et se crée rapidement un petit groupe d'amis joyeusement décalés et haut en couleur. Mais le jour où le cimetière est vandalisé et où des lettres anonymes accusant les habitants les plus respectables des pires comportements sont placardées sur les tombes, Adèle et ses nouveaux amis sont vite pointés du doigt. Un roman pétillant et rempli d'humour, porté par des personnages attachants et singuliers. Donc Lucie Castel a déjà écrit plusieurs comédies romantiques à succès, ainsi que des polars sous le pseudonyme d'Oren Miller. Son premier roman, Pas si simple, a conquis de nombreux lecteurs en France et à l'étranger, en Allemagne me semble. Elle anime également des ateliers sur l'écriture et l'édition. Donc, on va faire un retour rapide sur ces fameux ateliers. C'est qu'il y a, il me semble, 3 ans à peu près, avec Johanna Vogel et Dimitri, dont je ne me souviens plus, j'arrive pas à retenir son nom de famille, je vous mettrai le lien. C'est le fondateur des éditions de l'Homme sans nom et qui est apparemment réputé pour être un découvreur de talent, qui est l'éditeur de Oren Miller, donc l'autre nom de Lucie Castel, pour la section un peu polar. Et ces 3 personnes-là ont fondé l'ICAR, donc l'Institut des carrières littéraires. C'est un podcast que j'écoute énormément sur YouTube parce que je le trouve très intéressant, à la fois sur l'écriture, sur l'édition, sur toutes les carrières qui gravitent un peu autour du métier d'auteur, d'éditeur, d'attaché de presse, etc. Et l'Institut des carrières littéraires est une formation également, qui est à la fois destinée aux personnes qui veulent écrire un roman. Donc la formation s'appelle, il me semble, publier son roman, projet best-seller, un truc comme ça. Il y a notamment Margot de Seine et Sarah Fay, donc l'autrice dont je suis la partenaire cette année, qui sont issus de la formation l'ICAR. Et ils ont également ouvert une formation à destination des auteurs qui envisagent l'auto-édition, donc de s'auto-éditer tout seul sur une plateforme ou une autre ou via le process qu'ils veulent choisir. Mais je vous conseille très fort les podcasts de l'ICAR, vraiment, vraiment. Vous trouverez, il y en a tellement en fait, vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéressera si vous avez par exemple une difficulté particulière dans l'écriture de votre roman ou de votre projet. Alors, aux autres de la même autrice, aux éditions de Charleston, comment bien rater son mariage à Noël, Toutes les vies d'Alice. Donc là, quand la vie s'en mêle. Ah, j'adore. Il y a une citation de Matrix au premier chapitre, parce que j'ai pas ouvert le bouquin. J'ai repéré le nom, j'ai fait toi, je te prends. Comment définir le réel? Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau. Matrix, 1999. Je dévisage Grégory en essayant de ne pas rire. Un rire jaune, bien sûr, quasi fluo. Lui, une tringle à rideaux d'1,90 m au teint cireux, mais à la rangée de dents blanches impeccable, évite mon regard.
On doit composer un joli tableau qui mettrait en scène deux ahuris ne sachant pas quoi faire d'eux-mêmes. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas foule au cimetière. Je veux être sûre d'avoir compris, finis-je par dire. Tu me quittes le jour de l'enterrement de ma grand-mère, c'est ça ? Je suis désolée. Personne n'a dû expliquer à ce garçon que les jours où on dit adieu à un être cher, on doit respecter comme une sorte de trêve. On baisse la tête, on se recueille et on ne fait pas chier. Je vais l'adorer. Alors attendez, c'est un tome 1. C'est un tome 1. Je vous mettrai en lien, parce qu'il me semble que c'est une duologie entre guillemets. Et je n'ai pas trouvé le... Je vous mettrai en lien le titre du second. Ensuite, il reste 4 livres. Bon, il y en a un, je triste, que je l'avais déjà présenté, mais c'était pour faire la petite blague. Fabliaux du Moyen-Âge, traduction et édition de Jean Dufournet aux éditions Flammarion. Donc, écrits pour la plupart au XIIIe siècle, les fabliaux sont des contes à rire, des récits courts et sans prétention symbolique, véritable contrepoint et contre-pied de la littérature courtoise. Ils racontent avec un humour tour à tour cynique et tendre des aventures plaisantes ou exemplaires et mettent en scène des épisodes de la vie quotidienne médiévale. C'est ici l'histoire d'un paysan trompé. Là, celle d'un savetier se vengeant du prêtre qui l'a fait cocu. Si les femmes n'ont pas toujours le beau rôle, elles sont avares, mégères et inconstantes, elles apparaissent aussi d'une redoutable habileté. Histoire lestement contée où le dialogue anime le scénario, les fabliaux nous invitent à découvrir un Moyen-Âge déridé et souriant dont on méconnaît parfois l'existence. C'est une illustration de Virginie Berthemé. Je ne vous ai pas dit précédemment d'ailleurs. L'illustration était de Lavandart chez Shutterstock. Et ici, de flamidon.com d'après S. Herrera chez Shutterstock, chez iStock, K. Demianowska, Anna A. et Burak Tumler chez Shutterstock. Et j'aime bien, ça donne vraiment ça fait des couvertures péchues. Revenons à nos fabliaux. Alors, c'est une édition où vous avez d'un côté du vieux François et de l'autre la traduction, parce que évidemment, à part si on a fait des études de langue classique sans doute, eh ben, c'est pas possible de lire du vieux François et je ne saurais pas le faire. Donc je vais lire ça et je vous en causerai à un moment parce que j'ai une petite envie de Moyen-Âge, notamment j'ai chopé quelques chrétiens de Troyes et enfin bref, à voir. Christelle Dabos et l'imagination prend feu de Le Robert, la collection Secret d'écriture. Je vous mettrai le lien vers le titre de la collection parce qu'il y a plusieurs auteurs, il y a au moins une douzaine d'auteurs qui ont écrit chacun une espèce d'autobiographie un petit peu sur leur rapport à l'écriture comme ça, et je trouve ça vachement intéressant. Alors, pour les lecteurs de la passe miroir, nous allons reconnaître ici, il me semble, Babel, et je pense que c'est des prises de notes. Le domino, je ne sais pas d'où ça vient. Et nous avons derrière un portrait de Christelle Dabos et Ophélie. On n'a pas Thorne. Oh non, on n'a pas Thorne. Je suis déçue, parce que Thorne, je l'aime beaucoup. Alors, il y avait cette machine à écrire. C'était les années 1980. L'ère du papier peint psychédélique et des cordons téléphoniques en queue de cochon. J'avais, moi, cet âge où le monde est trop haut et trop grand, hors de portée, même en me hissant sur la pointe des pieds. Et donc, il y avait cette machine à écrire. Dans un coin du cagibi, à ma portée, elle. En appuyant sur une touche, je pouvais voir la barre à caractères s'élancer, s'abattre sur la feuille et repartir en sens inverse, dans un tchac jubilatoire. De l'eau a coulé sous les pages depuis que Christelle Dabos a remporté le concours Gallimard du premier roman jeunesse avec le tome 1 de la saga Phénomène, La passe miroir. 4 tomes et 10 ans plus tard, l'autrice revient avec ce récit aussi sensible que virtuose pour nous raconter comment ces histoires prennent vie. Ce type de livre, typiquement quand je vais le lire, j'en ferai un petit retour sur ce livre-là uniquement
je crois que c'est le vendredi, les inspirations, mais il faut que je lise d'abord Zen, The Art of Writing de Ray Bradbury. Celui-là, je pense que ça sera le prochain et je vous ferai comme ça une vidéo d'une dizaine de minutes pour vous inciter à les acheter. Je vous dis rapidement, Secret d'écriture ont déjà paru dans la collection. Il y a Françoise Bourdin, Michel Bussy, Suzy Morgenstern qui est une autrice de jeunesse, Franck Tillier, polar, thriller, et Jean-Philippe Toussaint. Mais il y en a beaucoup plus. Donc l'illustration, c'est de Laurent Gapaillard. Vous avez vu comme ils sont beaux? Et ils sont vraiment tous personnalisés en fonction de l'auteur. Je trouvais ça vraiment top. Et la petite blague, je vous le présente très rapidement. Le lac aux îles enchantées de William Morris, donc traduction de Francis Guèvremont et préface de William Blanc, qui est le spécialiste de Tolkien. Pourquoi? Parce que William Morris est un auteur qui a précédé Tolkien et qui l'a inspiré. Donc on est aux éditions Aux Forges de Vulcain et c'est une traduction qui a reçu le soutien du Centre national du livre. Je crois que je l'ai déjà présenté, c'est un prix du jury des Imaginales pour la traduction. Je vous lis juste rapidement le truc. Petite Grive est une jeune femme dont la grande beauté inspire la vénération. Elle échappe à la sorcière qui l'a tenue prisonnière toute son enfance et sillonne le lac aux îles enchantées sur un bateau magique qui se nourrit de son sang. Sur chaque île, elle découvre divers aspects de l'existence et se trouve bientôt embarquée dans une quête où demoiselles et chevaliers, magiciens et sorcières se côtoient. Aidée par une fée protectrice, elle trouvera finalement l'amour, l'amitié et sa place dans le monde, au terme de ce touchant récit d'apprentissage et d'épanouissement féminin. Donc c'est un livre qui n'est pas cher, je trouve. On est sur du 22 €. Je vous l'avais déjà présenté, je suis quasiment sûre, donc je ne vais pas m'étendre parce que à l'origine, quand j'ai acheté ce livre-là, je voulais La source au bout du monde, mais qui n'était pas à l'espace culturel. Donc j'ai pris celui-là. Parce que j'avais un bon d'achat de 30 balles qui datait de Noël. Donc, comme j'ai eu besoin d'acheter les fabliaux du Moyen-Âge, pour bénéficier de la livraison gratuite ou presque, il fallait atteindre les 35 € si je ne me trompe pas. Donc j'ai trouvé La source au bout du monde. Et je me suis dit, je vais prendre La source au bout du monde, comme c'est la même maison d'édition, ça aura la même taille. Raté! Donc La source au bout du monde. Ça m'a fait trop rire quand j'ai déballé le truc. De William Morris, traduit de l'anglais par Maxime Cheledy et Souad Degachy. Illustration de William Morris. Vous avez vu comment il dessine trop bien quand même? Issu de l'édition originale de Kelmscott Press, préface d'Anne Besson, grande spécialiste française du genre de la fantaisie, texte intégral, édition aux Forges de Vulcain. Alors, cette traduction de Maxime Cheledy et Souad Degachy existe également aux éditions Libretto, mais en deux tomes, et était moins chère, mais moi je voulais être aux Forges du Vulcain parce que je la trouvais plus jolie. Et c'est également une traduction qui a bénéficié du soutien du Centre national du livre. Attention, je vais disparaître. Rodolphe, le plus jeune fils du roi des Hauts-Prés, Haults, s'enfuit de la maison paternelle pour partir en quête d'aventure et connaître la vie de chevalier errant. Chemin faisant, il apprend l'existence d'une source magique à l'eau miraculeuse et se met en devoir de la découvrir. Son épopée le mènera par-delà les citadelles des hommes, les forêts enchantées et les landes sauvages. Le jeune héros y rencontrera un grand nombre de figures extravagantes qui bouleverseront sa vision du monde, du bien et du mal, et de lui-même. Grand roman d'aventure, ce texte est l'acte de naissance de la fantaisie. Croisement du récit de chevalerie à la Walter Scott, je note, et du conte. La source au bout du monde est ici présentée en français pour la première fois dans sa version intégrale et n'a cessé de nourrir l'imaginaire des plus grandes plumes de la langue anglaise. Lewis et Tolkien lui attribuaient la paternité d'une nouvelle forme d'écriture. Orwell, Joyce et London voyaient dans ce texte la promesse d'un communisme libertaire et fraternel. Mêlant les codes littéraires du merveilleux et du roman d'apprentissage, cette geste s'empare du fantastique pour placer dans l'esprit de ses lecteurs les ferments d'une révolte nécessaire, éprise de liberté et d'égalité. Donc la couverture, c'est The Briar Rose, The Prince Enters the Briar Wood, excusez-moi, de Edward Burne-Jones. Donc les illustrations, c'est celles qui sont à l'intérieur, qui sont de William Morris. Je vais vous en choper une.
Parce que ce mec, il avait un petit talent. Je vais vous... Non, mais vous avez vu comment c'est beau! William Morris fut designer textile, imprimeur, écrivain, poète, conférencier, peintre, dessinateur et architecte. Célèbre à la fois pour ses œuvres littéraires, son engagement politique, son travail d'édition et ses créations décoratives. Membre de la confrérie pré-raphaélite, ce type d'esthétique, si je ne me trompe pas, Almayenne, si tu passes par là, n'hésite pas, il fut un des initiateurs du mouvement Arts and Crafts. Donc si vous allez voir par exemple sur Gallica, le BNF, vous allez trouver surtout beaucoup de design de William Morris. Et moi je suis très très contente de l'avoir. Et en plus vous avez vu ce beau bébé là, on est sur un livre qui fait 28 €. Je le pose pour peut-être vous en lire un petit bout. Non mais regardez franchement l'intérieur. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle quand il y a des petits encarts comme ça. Donc ça a l'air d'avoir un petit peu sabré le champagne. Donc c'est une édition, c'est un dépôt légal de 2016. Ah, je pensais que c'était plus récent. Donc il y a une préface d'Anne Besson. Et en fait, oui, je vous dis juste, c'est coupé comme ça, le livre. J'aime bien. Donc la source au bout du monde. Je vais vous lire le début. Le livre 1 s'appelle « La route vers l'amour » et le chapitre 1er « À la croisée des chemins » et on peut admirer là le travail de William Morris en termes de dessin, édition. Je ne sais pas comment le définir, mais vous m'aurez compris. Il y avait jadis une petite contrée sur laquelle régnait un petit souverain, un roitelet que l'on appelait le roi Pierre, même si son royaume n'était pas bien grand. Il avait 4 fils, nommés Blaise, Hugues, Grégoire et Rodolphe. Ce dernier était le Benjamin, âgé de 21 hivers, et Blaise, qui en avait vécu 30, était l'aîné. Il advint un jour qu'aux yeux de ces jeunes gens, le royaume de leur père finit par paraître exigu. Ils souhaitaient voir comment vivaient les autres hommes et se frotter, eux aussi, aux épreuves de l'existence. En effet, bien que fils de roi, ils ne connaissaient du monde et de ses merveilles que la bonne chair et la boisson, qu'ils consommaient en abondance, voire à l'excès. Leurs bien confortables pénates, de gais compagnons de bombance et les plus belles jouvencelles à embrasser. Ils avaient aussi la liberté d'aller et venir, où bon leur semblait, les cieux au-dessus d'eux, la terre pour les porter, les champs et vastes domaines, les bois, les doux ruisseaux et les petites collines des hauts prés, car ainsi s'appelait ce pays, qui était le leur et le royaume du roi Pierre. Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, on est sur une langue qui est très jolie, qui peut rappeler celle de Tolkien. Donc je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais après, il n'y a rien de compliqué non plus. Il n'y a rien de compliqué au niveau du vocabulaire, ni des tournures de phrases. Enfin, j'ai lu plus complexe. Où des fois je me disais, mais j'ai en train de lire quoi là ? Je pense pas que c'est le genre de livre qui va être difficile à lire. Après, oui, évidemment, c'est une langue qu'on ne pratique plus forcément et qu'on ne lit plus forcément de nos jours, mais pour moi, c'est carrément lisible. Et dernière chose, William Morris, on est sur une romantisation du Moyen-Âge et du conte merveilleux, etc. Donc, on est vraiment sur une vision un petit peu idéalisée de cette époque du Moyen-Âge et également sans doute de la féerie. Donc ça va être très loin des faits tels qu'on les écrit et qu'on les lit de nos jours. Je parle des livres qui nous sont contemporains. Je m'arrête là. J'espère que je vous ai donné envie de lire. Je vous mettrai aussi, je vous le dis, comme ça je me le noterai quand je vais monter la vidéo. Il y a eu une série de 4 courts épisodes chez Arte qui s'appelle Aux sources de la fantaisie. Et le premier est sur William Morris. Donc c'est un court reportage de 26 minutes que je vous mettrai. Il y a Grimm d'abord, il y a William Morris, il y a Lovecraft et j'ai oublié le troisième. Oui, parce qu'il y en a un avant Lovecraft. Ah, j'ai oublié. Mais je vous mettrai le lien parce que franchement, ça passe super bien, c'est vachement intéressant. Oula, je fais du bruit. À tout bientôt.
rêvez tout grand, lisez tout plein. Et dites-moi ce que vous avez acheté. Vous me dites ce que vous avez acheté récemment. À bientôt.